Mathieu Plane, je suis économiste, directeur adjoint à l'OFCE, qui est l'Observatoire français des conjonctures économiques, et j'enseigne à Sciences Po à la Sorbonne la macroéconomie. Donc voilà, du coup, je vais vous parler d'une situation qui inquiète un peu tout le monde, hein, les marchés bien sûr, mais aussi, j'allais dire même les citoyens, qui est la question budgétaire actuelle et la situation française. Voilà, et j'ai intitulé donc cette présentation. Vous voyez bien? C'est bon, j'imagine? C'est OK? Voilà. Voilà, donc la France au bord du chaos financier, donc je crois que j'ai une petite, demi-heure, tout compris avec les questions. Je vais essayer de pas être trop long et un peu synthétique. Il y a beaucoup de choses à dire, c'est un sujet assez important, sur lequel il y a beaucoup d'éléments d'incertitude, hein, on va voir. Donc voilà, en 2 parties, je vais vous montrer un peu la situation budgétaire actuelle et pourquoi, pour moi, en fait, il y a des raisons de penser, bon, elle est assez grave, mais elle n'est pas inquiétante comme des fois ce qu'on peut entendre et qu'on n'est pas au bord du précipice. En tout cas comme, bon, certains peuvent le dire, pour un certain nombre de raisons, notamment macroéconomiques et des fondamentaux. Et vous verrez que je pense que c'est plus une crise politique qu'une crise économique. La première chose sur les finances publiques, qu'on ait quand même quelques éléments en tête. Sur la trajectoire de la dette publique, depuis là, vous voyez, c'est 1990. La France est en bleu foncé, hein, comme vous pouvez voir. En fait, la trajectoire sur longue période de la France, sur la dette publique, elle n'est pas singulière. Il y a une forte augmentation, hein, vous pouvez le voir, ça, c'est les principaux pays de l'OCDE. Si on regarde, par exemple, sur une vingtaine d'années, depuis 2007, on a à peu près 44 points de PIB d'augmentation de dette publique, donc c'est extrêmement conséquent. Mais c'est moins que l'Espagne, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Japon. Et c'est un peu plus que l'Italie, mais l'Italie partait d'un niveau d'endettement plus élevé. Et j'allais dire, le pays qui est, plutôt singulier, en fait, dans cette affaire-là, c'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui, sur cette période-là, ne voit pas d'augmentation de son endettement, mais les autres pays de l'OCDE ont vu une hausse de l'endettement. Donc sur la trajectoire de dette, on voit qu'on a des chocs macroéconomiques, des crises, hein, crise financière, crise Covid, crise énergétique, qui créent des paliers, hein, sur les évolutions de dette. Et on le voit bien que la France est un peu, au milieu de tout ça, hein. On n'a pas une exception française. Donc sur longue période, j'allais dire, c'est inquiétant au niveau mondial, c'est pas inquiétant particulièrement au niveau français. Ça, c'est le premier point. Par contre, ce qui est un peu nouveau, en réalité, par rapport aux autres pays, c'est que depuis 2019, la dette française a plus augmenté qu'ailleurs. Et d'ailleurs, j'ai fait, voilà, il y a des petits chiffres, hein, qui circulent. C'est, clairement le pays de la zone euro parmi les grands pays où la dette publique a le plus augmenté depuis 2019. Donc sur très longue période, il y a pas tellement d'exceptions. Par contre, on se singularise, j'allais dire, désormais depuis à peu près 5 ans. Et autre point un peu inquiétant, c'est que, la dette publique en fin de période ne se stabilise pas et même a une dynamique, actuellement, on regarde les déficits, vous le verrez, d'une trajectoire qui est haussière. Alors que dans les autres pays de la zone euro, on est plutôt sur ces trajectoires de stabilité ou baissières. Et donc ça veut dire que si on fait des prévisions, effectivement, la France commence à sortir un peu, des clous, en termes de prévisions. Heu L'autre point, c'est, bien sûr, qui est collé à ça, c'est, les déficits publics. Et là, on voit quelque chose qui peut, en tout cas, interpeller, assez clairement, c'est que les déficits publics, on a eu le même niveau de déficit public que la zone euro depuis 2000, mais on est au-dessus, on a plus de déficit public que la moyenne de la zone euro depuis 2000, hein, donc maintenant, près de 25 ans, et qu'on avait un déficit public plus élevé. Et que surtout, si vous regardez ça, si on regarde la période la plus récente, c'est qu'on a une espèce de découplage entre la trajectoire de déficit public français depuis 2022 et notamment à partir de 2023 et la moyenne de la zone euro. C'est-à-dire qu'on a une zone euro qui rentre dans les clous, hein, autour de 3 de déficit, alors que le déficit français va se creuser à partir de 2022 et on est aujourd'hui pour 2024 à 5,8 du PIB, on devrait être à 5,4 pour cette année, mais on a un écart qui se creuse avec, la moyenne de la zone euro. Le problème, c'est qu'à ce niveau de déficit, on ne stabilise pas la dette publique en point de PIB. En gros, pour faire simple, hein, pour stabiliser la dette publique en point de PIB, il faudrait ramener le déficit autour des 3. C'est un calcul un peu compliqué dans lequel on prend la croissance potentielle, le niveau de dette, hein, c'est une règle quasiment comptable. Et donc on sait que pour stabiliser la dette publique en point de PIB, il faut ramener le déficit autour de 3.
Au regard de l'effort budgétaire structurel qu'on doit faire, c'est ramener à 3% du PIB le déficit français, ça nécessite de faire un effort budgétaire, allez, de l'ordre de 100 milliards d'euros d'ici la fin de la décennie. Parce qu'on ne va pas revenir aux 3% d'ici l'année prochaine, hein, donc on va l'étaler dans le temps. Et donc l'objectif est de revenir autour des 3% normalement d'ici 2029. Et ça fait à peu près 100 milliards d'euros. Donc c'est conséquent. C'est 100 milliards d'euros chaque année. Hein. C'est pas, on ne fait pas une fois et on cumule. Hein. Donc il faut trouver un ajustement budgétaire de 100 milliards, de 100 milliards, hein, je dis bien 100, d'euros d'ici 2029 et qu'on va faire sur plusieurs années. Et ça, c'est hors effort de défense ou de transition énergétique. Donc, si on rajoute l'effort de défense ou de transition, on peut arriver à 140, 150 milliards. Donc, c'est, j'allais dire, un effort qui est assez colossal. Voilà, j'allais dire qui est pratiquement même inédit. Et donc, ça pose des questions, comment on va le réaliser? L'autre point qui est important, c'est de comprendre pourquoi on est dans cette situation de déficit public. Alors là, peut-être c'est un peu compliqué. On voit le déficit public était à 3,4% du PIB en 2017, hein, au début du premier mandat d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, on était, enfin 2024, à 5,8. Et en fait, on a essayé de comprendre, l'OFCE, on a fait un papier là-dessus, quelles étaient les raisons de ces variations-là, entre les effets de la conjoncture, les charges d'intérêt, des mesures exceptionnelles qui sont liées au Covid, à la crise énergétique, le financement européen avec la relance européenne. Et en fait, vous voyez que tout ça nous permet d'expliquer. Mais le gros qui explique le creusement du déficit public français, c'est ce qu'on appelle le creusement du déficit structurel primaire. Donc en fait, là où on a un souci, c'est que notre déficit, il n'est pas lié à la conjoncture, il n'est pas tellement lié finalement aux crises, parce qu'aujourd'hui, les crises, elles sont derrière nous, donc le déficit, il n'est plus tellement lié aux crises, il y a quelques mesures qui restent, mais elles sont assez faibles encore, et donc c'est principalement structurel. Et quand on regarde un peu en détail, dans les éléments plutôt structurels de tout ça, c'est qu'en fait, on a pris beaucoup, et peut-être on ne l'a pas assez commenté ça. En réalité, depuis la première élection d'Emmanuel Macron, il y a eu beaucoup de mesures fiscales et budgétaires qui ont été prises, hein, avec un tournant qui est la crise des Gilets jaunes. Et il y a eu beaucoup de mesures qui ont été prises, hein, que ce soit le renoncement à la hausse de la taxe carbone, la suppression de la première tranche d'impôt sur le revenu, la défiscalisation des heures supplémentaires. Puis après, il y a eu la crise Covid, il y a eu la crise énergétique, et puis il y a des mesures permanentes qui ont été prises aussi. Par exemple, la suppression de la taxe d'habitation pour tous, qui devait être que pour 80% des ménages. On a baissé les impôts sur la production, en même temps que ceux de l'impôt sur les sociétés. Donc, c'est plutôt des bonnes mesures hein, pour l'économie. On a fait le Ségur de la santé pour revaloriser les professions médicales, 13 milliards. Bon, bah, vous cumulez tout ça, il y a beaucoup de mesures qui ont été prises dans un contexte très particulier, mais en fait qui n'ont pas été financées. Et le gouvernement comptait sur la croissance pour financer ces mesures, en disant toutes ces mesures-là auront beaucoup d'effets sur la croissance et ça permettra de remplir les caisses de l'État. Or, le problème, c'est que la croissance a été insuffisante finalement pour financer ces mesures, et que là, on est en sortie de crise, hein, le Covid et la crise énergétique sont nous, et donc c'est un peu l'heure du bilan. Et vous savez, c'est un peu comme, on dit, hein, voilà, la mer remonte, et bah, là, elle est en train de redescendre, la marée redescend, et puis on voit que bah, finalement, notre maillot de bain est plutôt au niveau des chevilles, hein, c'est-à-dire qu'on a un déficit qui est pas lié aux crises, mais qui est quand même assez structurel, et pour plus de 2 points de PIB. Et donc, ça pose problème. C'est-à-dire qu'il va falloir le réduire de toute façon, d'une façon ou d'une autre, pour stabiliser cette dette publique. Si on essaie de comprendre pourquoi il y a cette hausse de déficit, juste petit point, ça c'est les évolutions de prélèvements obligatoires. En fait, en réalité, depuis 2017, il y a à peu près 2,4, 2,5 points de PIB de baisse de prélèvements obligatoires. Donc il y a eu des mesures, hein, comme je vous disais, qui sont assez importantes. 2,4, 2,5 points de PIB, c'est à peu près 75 milliards de baisse de prélèvements. Donc on dit, la France, voilà, on n'a pas fait de mesures fiscales. En fait, si, il y en a eu beaucoup. Et la dépense publique, pour le coup, alors on ne peut pas dire qu'il y a eu des dérapages, hein, c'est-à-dire que si vous regardez en point de PIB, on est au même niveau de dépense publique aujourd'hui qu'en 2017. Mais en même temps, elle n'a pas baissé. Et donc, ça veut dire que les baisses de prélèvements n'ont pas été financées par des baisses de dépenses publiques. Et d'où cette problématique de déficit public. Actuellement, c'est de savoir comment on va finalement réduire ce déficit structurel. Une fois de plus, beaucoup de mesures ont été prises, et beaucoup de mesures qui peuvent être utiles n'ont pas été malgré tout financées. La question budgétaire s'est très peu posée ces dernières années, qui ont été des années assez particulières et qui ont flouté en fait hein, un peu les évolutions de déficit en raison de ces effets de crise. Voilà. Petit point aussi pour dire, alors c'est peut-être un peu compliqué ça, mais je passe rapidement, c'est que la stratégie française en fait est assez
différente des autres, elle se ressemble plutôt aux États-Unis. En fait, c'est plutôt depuis 2017, si on regarde les évolutions, en fait, dans les autres pays, les dépenses publiques et les prélèvements ont augmenté. En France, en réalité, depuis 2017, la dépense publique en point de PIB, on le voit hein, en haut à gauche, le trait bleu foncé, en fait, est au même niveau en 2017 qu'en 2024. Par contre, c'est les prélèvements qui ont baissé, ce qu'on ne retrouve pas ailleurs, en fait, sauf aux États-Unis, en fait. Voilà, c'est pour vous dire, il y a une petite singularité là-dessus. Alors, on partait d'un niveau de prélèvement et de dépenses publiques plus élevé, mais on voit que dans les trajectoires et dans la dynamique récente, on a des choses assez différentes. Alors, maintenant que je vous ai dit ça et que j'ai montré que la question budgétaire était quand même préoccupante hein, et qu'on avait un effort assez colossal à mener dans les prochaines années, qui serait assez considérable, malgré tout, il y a des raisons de penser qu'il ne faut pas paniquer et qu'on peut attendre un peu pour paniquer. Alors, ouais, je dis pourquoi la crise est plus politique qu'économique. Et moi, fondamentalement, je pense qu'aujourd'hui, en fait, c'est sa crise politique qui peut nous conduire à une crise économique, mais ce n'est pas la crise économique qui conduit à une crise politique. En fait. Alors, première chose, si vous regardez les évolutions du PIB depuis fin 2019 dans les grands pays de l'OCDE. En fait, la France est en pointillé. On a un niveau de PIB aujourd'hui. Disons que le référentiel, c'est pré-Covid, fin 2019. On est un peu plus de 5 points au-dessus du niveau d'avant-crise. En termes de PIB, l'Allemagne, pour comparaison, c'est zéro. C'est-à-dire que le choc économique, il est beaucoup plus fort aujourd'hui en Allemagne qu'en France. Alors, la France, c'est pas mirobolant. C'est inférieur à l'Italie ou l'Espagne. Alors, surtout l'Espagne qui connaît une forte reprise économique, mais on est sur longue période, depuis fin 2019, on est un peu au-dessus du Royaume-Uni, on est largement au-dessus de l'Allemagne, et on est assez proche de la moyenne de la zone euro. Et les États-Unis, en rouge, sont très au-dessus. Mais la France ne se singularise pas en disant, voilà, on a une forme de déclin économique par rapport à nos partenaires européens. Aujourd'hui, la question économique, elle est beaucoup plus du côté allemand. L'autre point, si je prends une période plus récente, c'est-à-dire depuis un an, je regarde ce qu'on appelle des glissements annuels, c'est-à-dire je regarde le niveau de l'évolution du PIB français par rapport aux grands pays de la zone euro hein, sur un an, ce qu'on appelle un glissement annuel, donc du deuxième trimestre 2025 au deuxième trimestre 2024. Ce qu'on voit en bleu foncé, c'est que la France, en gros, a une croissance en glissement annuel sur un an à peu près de 0,8%. Une fois de plus, c'est pas fabuleux, mais c'est pas catastrophique. On n'est pas en récession, alors même qu'on a eu la dissolution, notamment l'été dernier, qu'on a eu une censure du budget, qu'on a une loi spéciale, qu'on a probablement un Premier ministre qui ne va pas finir le mois de septembre, mais malgré tout, économiquement, macroéconomiquement, la croissance française n'est pas formidable, mais elle résiste plutôt pas mal. Comme on peut voir, sur un an, notre croissance, elle est supérieure à celle de l'Autriche, supérieure à celle de l'Allemagne, même supérieure à celle de l'Italie, qui a une bonne performance sur 5 ans, mais pas sur la dernière année. On est au-dessus de la Finlande. On est en dessous, certes, de l'Espagne, des Pays-Bas et du Portugal, mais on voit qu'on est, voilà, on n'est pas les plus mauvais élèves de classe, on n'est pas en récession, on n'est pas les meilleurs, c'est sûr, malgré les différents chocs. Et si je prends un autre indicateur, qui est alors l'indicateur qu'on fait à l'OSCE, qui est du no-casting, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir de la prévision en temps réel pour le troisième trimestre 2025, avec l'information dont on dispose aujourd'hui, au regard des différents indicateurs de marché, d'enquête, etc., qui circulent, donc c'est une méthode statistique un peu complexe hein, qui est réalisée, en réalité, la croissance attendue pour le troisième trimestre, elle serait légèrement en dessous de 0,3%. Donc pour le moment, on n'indique pas de récession. On n'indique pas de récession pour l'économie française. Alors, une fois de plus, ça peut être révisé, hein, parce que on intègre assez mal le mois de septembre, mais probablement que le troisième trimestre sera autour de 0,2. En plus, ce n'est pas fabuleux, mais on ne peut pas parler de récession ou de crise économique. Voilà, pour le moment. L'autre point que je voulais vous montrer, et à mon avis, qui est important, peut-être un peu technique aussi, mais j'ai obligé de vous donner un certain nombre d'éléments macroéconomiques, c'est en fait la situation de l'ensemble de l'économie française. Alors j'essaie d'expliquer ça, c'est en fait quelle est notre situation en termes de besoin de financement ou de capacité de financement vis-à-vis du reste du monde. Pour faire simple, vous avez d'un côté les ménages, de l'autre côté les entreprises, le troisième agent, c'est l'État et les administrations publiques, et après, il y a le reste du monde. Et donc, dans une économie dans laquelle il y a des problèmes importants de financement, vous avez un déficit courant très important, c'est-à-dire que vous avez besoin de financement de l'extérieur qui sont très forts. En France, ce qu'on peut voir, si on regarde l'ensemble de cette balance courante, cette balance des paiements,
ce qu'on voit, c'est que depuis 2019, on a une forte augmentation du déficit public. C'est effectivement le besoin de financement des administrations publiques, hein. Vous voyez, depuis 2019, c'est une augmentation de 3 points de PIB, hein. On est passé d'un peu moins de 3% à 2025. Aujourd'hui, on est à 5,4. Bon, 3 points de PIB. Bah, ce que vous voyez, c'est que dans le même temps, en fait, les ménages ont surépargné de façon colossale et que la capacité de financement des ménages, c'est-à-dire que ce qu'ils ont de côté, a augmenté dans le même temps de 3,8 points de PIB. C'est-à-dire que ce qu'on a perdu du côté du déficit en termes de financement, bah, les ménages l'ont accumulé de l'autre côté. Donc, si on regarde de façon complètement agrégée l'économie française, aujourd'hui, la France n'a pas de besoin de financement vis-à-vis de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on n'est pas, on va avoir autant de placements à l'étranger que les étrangers, qu'on va devoir avoir des besoins de prêter aux étrangers ou les étrangers vont devoir nous prêter, pour faire simple, d'un point de vue macroéconomique. Or, ce qu'il faut faire, et ça c'est très important, hein, c'est-à-dire que le déficit public ne peut pas être la seule lecture d'un problème d'un pays. Et donc, les pays qui se sont trouvés en situation de défaut sont des pays qui avaient des balances courantes extrêmement déficitaires. C'est-à-dire qu'ils avaient des besoins de financement externe qui étaient très forts. Ce qui n'est pas le cas de la France, en fait. On a des déficits publics, mais on a de l'épargne. Alors, à un moment donné, c'est comment tout ça va se réagréger, mais d'un point de vue macroéconomique, on n'a pas cette situation. Si vous prenez le cas de la Grèce, par exemple, au moment de la problématique Grèce, on est à plus de 10 points de PIB de besoin de financement national, global. C'est-à-dire qu'il y avait du déficit, mais en plus, il n'y avait pas des capacités de financement en face. Aujourd'hui, un pays qui est assez exceptionnel là-dessus, c'est les États-Unis, qui ont un besoin de financement externe très fort, parce qu'ils ont des déficits, ils ont peu d'épargne, ils ont des besoins de financement externe très forts. Mais les États-Unis ont le dollar. Et donc, ils ont la sécurité du dollar. La question, c'est jusqu'où ça peut aller. Mais la France n'est pas dans la position américaine, en réalité, parce qu'elle a des déficits, mais elle a de l'épargne. Voilà. Et d'ailleurs, vous allez voir que la balance courante française, d'ailleurs, non, pardon, je vous montre quelque chose avant, c'est que le taux d'épargne français n'a jamais été aussi élevé. Si on enlève la période Covid, le taux d'épargne français, et là, vous voyez qu'à gauche, c'est le taux d'épargne qui se décompose entre le taux d'épargne immobilier et le taux d'épargne financier. Et vous voyez que la hausse du taux d'épargne qu'on connaît depuis 2019, hein, qui est assez colossale, hein, enfin c'est même considérable hein, en termes de milliards accumulés. Juste pour vous donner un chiffre hein, que je regardais, en 2019, l'épargne des ménages français, c'est 215 milliards. Aujourd'hui, pour 2025, l'épargne des ménages français, ça sera 350 milliards. 350 milliards. Donc, il y a une épargne qui est colossale. Ça pose aussi un certain nombre de questions sur l'inquiétude, l'incertitude et ces niveaux d'épargne, qui ne sont pas de la consommation, du coup, et donc moins d'activité, mais il y a beaucoup d'épargne. Et vous voyez que l'augmentation de l'épargne, en France, c'est de l'épargne financière, ce n'est pas de l'épargne immobilière. Donc, c'est des placements financiers. Et là, j'ai pris ce petit graphique aussi que j'ai récupéré de la Banque de France en bas à droite, et qui a été assez peu commenté, et à mon avis qui est assez intéressant, c'est le taux d'épargne financier dans les grands pays de la zone euro depuis 2012. Et il y a une première historique, c'est que le taux d'épargne financier français a dépassé le taux d'épargne allemand, qui est considérable, enfin historiquement considérable, le taux d'épargne financièrement. Et depuis début 2025, le taux d'épargne financier des ménages français est supérieur au taux d'épargne financier des ménages allemands. Et donc, on voit qu'on a une exception française là, de ce côté-là, avec une épargne qui est considérable, qui effectivement sécurise quelque part notre situation macroéconomique nationale. Juste pour vous montrer, voilà, le rétablissement de la balance courante, hein, c'est l'équivalent de ce que je disais, c'est qu'on a eu un creusement de la balance courante qui a été fort, notamment en 2022-2023. Et vous voyez que c'est notamment lié au creusement du déficit commercial qui a été très fort, notamment avec le choc énergétique. Vous voyez qu'en 2024, notre balance courante est à l'équilibre. Alors, pourquoi elle est à l'équilibre? Comme je disais, c'est qu'on a beaucoup d'épargne, mais c'est aussi, si on regarde la balance courante, on a un déficit commercial qui est important, qu'on commande beaucoup, qui est de l'ordre aujourd'hui de 60 milliards d'euros. Mais ce qu'on dit assez peu, c'est qu'on a des excédents très importants du côté des services. Et donc, en fait, on vend beaucoup plus de services qu'on en importe, qui viennent compenser notre déficit commercial. Et on a aussi une balance des revenus qui est excédentaire. Pourquoi? On tire des revenus des investissements étrangers, notamment de nos géants, des multinationales, qui génèrent des profits des dividendes, qui sont rapatriés en France. Et donc, c'est des capitaux qui rentrent en France. Et donc, le besoin de financement vis-à-vis de l'extérieur, du coup, est limité grâce à ça. C'est que notre déficit commercial est compensé par cet excédent dans les services et des flux de revenus entrants qui sont positifs. Peut-être quelques petits points pour terminer, pour vous montrer aussi en termes de finances publiques, il ne faut pas oublier de regarder un certain nombre d'éléments. Là, j'ai fait une comparaison
des principaux pays de l'OCDE, d'accord, sur la dette brute, donc c'est-à-dire effectivement l'engagement financier des administrations publiques. Et donc, alors on a la dette de Maastricht qui est un peu différent de l'ensemble du passif financier. Vous voyez que pour la France, on est à 120 points de PIB. Si on prend l'ensemble du passif financier, c'est un peu au-delà des critères de Maastricht. Bon, je ne veux pas rentrer dans le détail. Vous voyez qu'on est plutôt assez élevé. Alors, on est très en deçà du Japon et un peu en dessous de l'Italie. Mais en fait, quand on tient compte des actifs financiers détenus par l'État, d'accord? Et en fait, il y a des actifs financiers, vous voyez que vous enlevez 46 points de PIB. Et ça, c'est la situation patrimoniale, en fait, hein. Là, l'INSEE nous fournit de l'information. Et qu'en fait, à part le Japon, en fait, la France est le pays dans les grands pays décédés dont l'État possède le plus d'actifs financiers. Et donc, la dette nette financière, elle est en fait beaucoup plus basse que prévu, et elle est notamment très en deçà de l'Italie. Vous voyez, par exemple, le Japon a beaucoup d'actifs financiers, en fait, et donc sa dette nette est beaucoup moins élevée que sa dette brute. Et donc, c'est important aussi de regarder cette question de la dette, donc c'est cette dette brute hein, qui est problématique, mais il y a quand même une solidité en face qui est qu'une contrepartie, c'est que notamment l'État français a des actifs financiers. Alors, ça voudrait dire que pour rembourser, il pourrait les liquider, etc., ce qui poserait des problèmes, mais ça a une valeur, ces actifs. Autre point, je le passe aussi assez rapidement, c'est que là, je vous parle que des actifs financiers, mais en plus, l'État possède des actifs non financiers. Alors, c'est pareil, ils ne sont pas forcément très liquides, mais ce qu'on appelle la valeur patrimoniale. Et en fait, les actifs non financiers, aujourd'hui possédés, ça c'est dans les comptes de patrimoine de l'INSEE, hein, qui sont officiels, qui sont totalement accessibles. En fait, les actifs non financiers détenus par les administrations publiques, et notamment l'État, c'est près de 100 points de PIB. Et donc, si on regarde la situation patrimoniale globale de l'État, et plus globalement des administrations publiques, oui, on a une dette qui est importante, mais en réalité, quand on rajoute les actifs financiers et non financiers, on a plus d'actifs que de dettes. Et la valeur nette patrimoniale, elle est même positive. Elle représente 21,7 points de PIB hein, en 2024, hein, c'est les derniers chiffres qui circulent. Donc ça veut dire qu'un enfant qui naît en France, effectivement, hérite d'une dette importante, mais il va hériter aussi des actifs qui sont en face. Alors certes, le problème qu'on observe depuis 2007, c'est que cette valeur nette a tendance à baisser. Pourquoi? Parce qu'on augmente notre dette sans augmenter forcément les actifs en face. Mais malgré tout, si on regarde le portrait aujourd'hui, la situation actuelle, et qu'on fait une photographie, on a quand même cette valeur nette patrimoniale qui est positive. Ça veut dire que un Français ou un enfant qui naît en France hérite de 50 000 euros en gros de dette par tête, mais il va récupérer en face à peu près 63 000 euros d'actifs financiers et non financiers, indirectement, parce que l'État français, c'est l'ensemble des Français qui le possèdent d'une façon indirecte. Et donc, ça fait 13 000 euros de valeur nette. Donc ça, voilà, c'est quand même, bien sûr, pas liquide, hein, et qu'on ne va pas forcément rembourser la dette en vendant des terrains, etc. Mais en même temps, il y a une valeur aussi à cet ensemble de patrimoine, sachant que, par exemple, bien sûr, la Tour Eiffel, le Louvre, l'Élysée ne sont pas valorisés là-dedans, hein. C'est que des terrains ou de l'immobilier notamment, qui a une valeur foncière qu'on peut considérer. On ne va pas mettre la Joconde là-dedans, par exemple. Bref, c'est pour relativiser un peu cette situation de dette. Alors, pareil, du côté des spreads de taux, j'ai regardé un peu les choses. J'ai repris une série depuis début 2023. On voit que, clairement, le spread de taux, il connaît une rupture, donc la prime de risque sur la France, à partir de la dissolution. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est pas la situation économique qui va être bouleversée à ce moment-là, c'est la situation politique. Et que vous voyez que les ruptures qu'on connaît aujourd'hui sur le spread de taux, c'est des questions qui sont liées à des questions politiques. Donc, premier point, c'est l'annonce de la dissolution. On voit la marge d'escalier qu'on récupère jamais. Il y a eu la censure du budget. Alors, il y a un phénomène un peu extérieur, enfin, qui s'est passé de façon temporaire, mais ce qu'a annoncé Trump aussi lors du Liberation Day a eu des effets sur les primes de risque, notamment au sein de la zone euro par effet de transmission, etc. Il y a eu l'annonce du plan de relance allemand, etc. aussi, qui a pu avoir des effets. Mais là, si je me concentre sur la période la plus récente, en fait, on a une remontée depuis l'annonce de Bayrou qui veut se soumettre au vote de confiance à l'Assemblée lundi. Et donc, on voit la prime de risque remonter. Mais par contre, cette prime de risque, elle est remontée, hein. Aujourd'hui, on est, je crois, autour de 0,75 ou quelque chose comme ça, en termes de, enfin, 75 points de base de prime de risque. Mais on a une montée assez significative, mais on n'a pas eu une envolée. Et moi, ce que je pense, c'est que les marchés, les investisseurs, ont déjà intégré dans cette prime de risque le fait que le Premier ministre ne passerait pas le 8 septembre.
et qu'on aurait un épisode de flou assez important. Mais je ne crois pas, en tout cas, qu'on va avoir une envolée le 8 ou le 9 septembre parce que François Bayrou va être obligé de démissionner. Je pense que les marchés ont déjà intégré ça. Je pense que les marchés intègrent déjà en partie le fait qu'on pourra avoir une dégradation de Fitch. Bon, donc, j'allais dire, c'est pas glorieux, mais c'est pas catastrophique de ce côté-là. Si je regarde l'évolution des taux d'intérêt aussi, la charge de taux d'intérêt, et j'ai encore 2 slides et je m'arrêterai là, vous voyez que c'est la charge d'intérêt de la France en point de PIB depuis 1995, sachant que le pic a été atteint en 96 exactement, on a eu 3,6 points de PIB de charge d'intérêt. La charge d'intérêt, on peut en parler en euros, mais ça n'a pas beaucoup de sens. Ça a du sens de le rapporter en fait à la création de valeur, c'est-à-dire au PIB. Alors la particularité, c'est que 2020 et 2021, on a atteint même un point bas en termes de charge d'intérêt rapporté au PIB. Pourquoi? Parce que les taux, avec des taux à zéro, forcément, votre renouvellement de dette vous coûte rien. Là, on est exposé à un autre problème, c'est qu'effectivement, on se réendette dans le renouvellement de la dette à des taux supérieurs à ce qu'on a connu lors de la décennie 2010. On a bénéficié beaucoup de la baisse des taux, et donc ça va être moins le cas. Et donc, on est sur une trajectoire de remontée des taux. Et vous voyez qu'on va être, 2026, à 2,5 points de PIB. Et donc, c'est important parce que ça veut dire que ça mange nos marges de manœuvre. Mais si on regarde par rapport à l'historique, qui est 3,6, on en est quand même assez loin. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on est à 2,2 points de PIB de charge d'intérêt rapport au PIB. On sera à 2,5 certainement l'année prochaine. L'Espagne est à 2,4. L'exception, c'est l'Allemagne. Le Royaume-Uni à 2,9. L'Italie à 3,9 et 4,7. Donc, aujourd'hui, dans la capacité de charge d'intérêt, on n'est pas sur quelque chose qui est explosif. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'inquiéter, etc. Je dis juste que macroéconomiquement, pour le moment, tout ça reste assez soutenable. Voilà. Par contre, et je termine là-dessus, je pense que c'est le point assez fondamental. Pour moi, c'est que les fondamentaux de l'économie française, comme je vous l'ai dit, sont pas... oula, pardon. Hop. Les fondamentaux, l'économie française ne sont pas glorieux, mais ce n'est pas catastrophique. On a une solidité macroéconomique. On n'est pas à la Grèce, vraiment pas, quoi. Enfin, je veux dire, sur plein d'aspects. Si vous regardez de façon un peu froide la différence entre l'économie française de juin 2024 et celle de septembre 2025, il n'y a pas de grande différence, hein. On n'a pas eu de récession. La situation budgétaire, au fond, on la connaissait déjà à ce moment-là. Donc, on n'a pas eu finalement d'éléments extrêmement nouveaux. Voilà, donc pas de récession. On a un marché du travail qui se dégrade, mais qui reste quand même, on n'a pas une envolée du chômage. Donc, tout ça, ce que je veux dire, c'est qu'à mi-2024, on l'avait déjà. Et juste pour terminer là-dessus, le problème, c'est qu'on a un niveau d'incertitude qui atteint des niveaux records et l'imprévisibilité politique. Et ce que je vous montrais, ça, c'est un indicateur d'incertitude que j'ai récupéré, hein, et qui montre qu'en fait, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on est face à une période d'incertitude et d'imprévisibilité politique qui est très forte. Et qu'en réalité, on n'est pas dans une crise économique, mais on est dans une crise politique, et que cette incertitude donne de l'imprévisibilité. Et qu'en réalité, la crise politique peut ouvrir un champ des possibles extrêmement large, dans lequel un scénario noir peut se réaliser si on a une dissolution, si on a un parti qui est complètement en rupture avec les traités européens ou qui ne va pas du tout essayer de respecter les règles budgétaires ou de soutenabilité, qui ne va pas donner confiance au marché, etc. Et donc, ou une démission même au pire d'Emmanuel Macron peut ouvrir un champ des possibles. Mais pour le moment, juste sur l'analyse fondamentale, il n'y a pas des raisons de s'inquiéter. Ce qui est inquiétant, c'est la crise politique et ce qu'elle peut générer. Mais ce n'est pas une crise économique, voilà, en tant que telle. Merci Jean-Marc, Ah, merci à merci beaucoup, tous. hein.